que j'aurais aimé, c'est qu'on commence par, voilà, par poser un petit peu le sujet, dans le sens où qu'est-ce que les élus locaux viennent faire là-dedans? Alors on l'a entendu ce matin avec Yves Rome, ils sont extrêmement impliqués, extrêmement mobilisés. Ce sont eux qui sont montés au créneau en 2004. En 2004 sur l'article L1425-1 pour limiter effectivement la fracture numérique des territoires en termes d'adduction réseau. Mais ce sont aussi eux qui sont confrontés à une demande des populations. Aujourd'hui, mais ça, John le confirmera peut-être, mais une des premières questions qu'on pose notamment en milieu rural, d'ailleurs on devrait aussi la poser en milieu urbain, c'est quel est le taux de débit que vous avez? Parce qu'on croit que dans l'urbain ça marche tout seul, en réalité c'est pas si évident que ça. Il y a encore des quartiers de Paris où 2 mégas restent un horizon. Donc voilà, ce que j'aurais aimé poser avec John d'abord, c'est effectivement quel rôle peuvent jouer les élus, à la fois sur l'aménagement du territoire, mais sur l'appropriation du numérique par leur population et par les entreprises de leur territoire. John, c'est à toi. Bon, bonjour à tout le monde. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai extrêmement apprécié tout ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le monde de l'entreprise. Parce que finalement, quand on regarde ça d'un peu plus près, les problématiques des entreprises sont à peu près les mêmes que les nôtres. Et j'aime bien faire le parallèle des deux parce que la vision qu'on peut avoir des fois, elle est occultée. Moi, aujourd'hui, ce qui me permet d'être là, je le dis assez souvent, mais si je le dis souvent, c'est parce que pour moi, c'est extrêmement important. Ce qui me permet d'être là avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le numérique. Parce que le numérique me permet, en même temps que je suis aujourd'hui avec vous, mais tout à l'heure j'ai correspondu avec l'une de mes administrées qui voulait faire un baptême civil, et puis en même temps j'ai réglé un problème de rendez-vous du mon travail, parce qu'un maire rural, c'est la particularité des maires ruraux, c'est plus que des grandes villes, hein, moi je représente les maires ruraux, c'est qu'ils ont généralement une activité professionnelle à côté. Alors ça a de l'importance d'avoir une activité professionnelle, parce qu'on a une vision, on va dire, extrêmement pragmatique. Et par rapport aux deux discours que j'ai entendus, moi j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes, alors peut-être des fois un peu, on va dire, direct sur l'école, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais pour le coup, la vision de l'entreprise, ça veut dire qu'on a une vision économique, on a une vision pragmatique de ce que veulent nos concitoyens en tant qu'à la fois administrés, mais aussi salariés d'entreprise. Mais autour de nous, on a aussi dans nos collectivités des petites entreprises. Et d'ailleurs, notre pays est composé de majorité d'une petite entreprise et d'ailleurs de petites communes. Donc n'écartons pas le fait qu'on n'est pas qu'avec des boîtes du CAC 40. Il y a toute une économie locale qui est extrêmement importante. Voilà, je voulais juste mettre ça en introduction parce que ça pose un peu le contexte. Alors ça amène quoi? Alors moi j'aime bien dire la e-démocratie. Moi je ne suis pas un vieil élu, hein, j'attaque mon 2e mandat, je suis juste maire d'une commune rurale et j'ai un certain nombre de valeurs dont celle de la transparence, du partage, qui n'est pas des valeurs qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais l'avantage du numérique, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire, mais alors c'est plus grave encore, ou c'est mieux, c'est que les administrés nous le demandent. Aujourd'hui, alors j'ai entendu M. Assouline sur la communication, qui était extrêmement intéressante, au même titre que aujourd'hui, il faut qu'on change nos comportements dans les entreprises, la marque n'a plus de valeur à elle-même, elle a la valeur que le consommateur leur donne. Demain, l'élu, il n'a la valeur ou les moyens que ce que donne le concitoyen par le vote, mais aussi le vote c'est une fois tous les 6 ans pour les maires, mais c'est aussi aujourd'hui tous les jours. Donc je dis aussi souvent, pour en avoir parlé avec Sébastien il n'y a pas très longtemps, je pars du principe que la commune ne m'appartient pas. Souvent, un administré, il me dit « Ah, elle est belle ta mairie ». Non, elle n'est pas à moi, elle est à tout le monde. Vous m'avez juste confié pendant 6 ans le mandat. C'est extrêmement important d'avoir cette vision-là parce que ça veut dire aussi que toutes les décisions que l'on va prendre, il va falloir les communiquer. Et toutes les décisions qu'on va prendre et qu'on va communiquer, ben, il va falloir aussi répondre aux questions. Et ça, c'est là qu'on rentre dans le 2.0, parce que le 2.0, on est bien d'accord, c'est à la fois je pousse de l'information, mais aussi à un moment donné, on vient vers moi pour poser des questions. Alors ça pose une question extrêmement importante, c'est la compétence. Alors j'ai entendu aussi beaucoup de choses tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens sur tout ce qu'on a entendu, qui est la formation des enfants, oui, la formation de l'université au numérique, mais aussi la formation des élus, sujet sur lequel je travaille un petit peu aussi en partenariat avec Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, on change de monde. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais on change tellement de monde que tout change.
Tout à l'heure, on parlait d'assurance. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, je travaille dans une compagnie d'assurance. Et ce que disait tout à l'heure au sujet de Castries chez AXA, c'est exactement la même chose dans la compagnie dans laquelle je travaille. On a les mêmes préoccupations. Qui aurait pu imaginer hier que Google était notre principal concurrent, peut-être demain? Enfin, c'est un truc incroyable. Mais quand on mesure ça à ce niveau-là, on peut mesurer aussi demain du rôle de l'élu vis-à-vis de ses concitoyens et vis-à-vis de la démocratie. Donc demain, il faudra que l'on regarde les choses différemment. Il faudra qu'on réfléchisse comme les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise, elle est liée à son consommateur, c'est-à-dire que le consommateur est extrêmement bien informé. Le numérique ou l'informatique ou Internet permet justement cette connaissance. Aujourd'hui, un consommateur dans l'entreprise commerciale, qu'est-ce qu'il fait avant d'aller acheter une voiture, avant d'aller acheter, voir quand il fait ses courses? Il fait d'abord un comparatif sur Internet et ensuite il achète. Imaginez ça à la vision d'un élu. Demain, pour aller voter pour un élu ou pour essayer de avoir une précision, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il regarde sur Internet ce qu'on dit de lui, comment il est jugé, etc. Et alors, le big data, alors ça, c'est travers, fait on va dire des résumés de gestion des communes, des fois qui est discutable, mais pour le coup, même, je ne sais pas si vous avez vu ça aux dernières municipales, on était tous notés. Toutes nos communes étaient notées. Alors, d'un serveur à l'autre, c'était 19 sur 20, 15 sur 20. Enfin bon, j'ai une commune qui est bien gérée. Donc voilà, donc ça, ce sont les choses qu'il faut qu'on intègre, nous, les élus. Voilà ce que je voulais te dire. Dans l'implication... dans les implications et de ce qu'il faut dire aussi, là où ça va changer, alors on est dans des discours en ce moment qui sont un peu paradoxaux, alors j'en profite pour le dire, on est sur un grand débat sur supprimer les cantons, enfin tout ce qu'il faut supprimer, etc. Bon, moi je veux bien, mais en parallèle de ça, on a notamment, je vais prendre juste deux exemples. L'exemple des personnes âgées. Et pour une commune rurale, c'est un vrai problème à gérer, puisque l'objectif actuellement, c'est de dire il faut qu'on maintienne les personnes âgées à domicile. Certes, très beau projet. Donc, si on supprime demain les régions, les départements, les communes, enfin on supprime tout, qui va s'occuper des personnes âgées? Ça, c'est une question qu'ils vont se poser. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on anticipe, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Ça veut dire aussi qu'on réfléchisse demain à comment on va s'occuper de nos personnes âgées dans nos communes rurales. Et là, évidemment, on va parler numérique et les solutions numériques, elles sont là. Donc, il y a des tas de travaux à réaliser. Et il y a aussi la formation des élus parce qu'aujourd'hui, si je vous parle d'aujourd'hui de quelque chose qui est assez évident sur les personnes âgées, mais c'est qu'un élu aujourd'hui il n'est pas formé, et quand on n'est pas formé, on a des craintes. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Et pour conclure, je vais juste dire une chose, parce qu'il y a eu tout un débat sur le numérique, la définition qui a été donnée, le numérique, le digital, etc. Nous, on s'était posé la question il y a 15 jours, où dans un club qu'on appelle le club des élus numériques, on s'était dit, pour le coup, c'est peut-être plus le numérique qu'il faut dire, c'est le club des élus novateurs, parce que demain, il faut réinventer tellement de choses que si on n'est pas, nous, élus novateurs, je ne sais pas qui va l'être à notre place. Voilà, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je vais laisser mon temps. On va mettre ça au dialogue. Laurence Monnoyer-Smith, vous avez entendu John se retenir presque de parler d'e-démocratie, mais on sent bien que pour lui, le numérique permet de revitaliser aussi la relation entre l'élu et le citoyen. Les dernières élections, à la fois municipales puis européennes, montrent que, je ne sais pas s'il y a un divorce, mais clairement il y a une prise de distance apparente. On connaît l'attachement des Français à leur maire. Pour autant, est-ce que de votre point de vue, en tant que vice-présidente de la Commission nationale du débat public, on pourrait imaginer que le numérique favorise cette relation démocratique, cette démocratie 2.0 ? Merci. Alors, je vais répondre en deux temps à cette très bonne question. C'est vrai, tout le monde le sait, et nous en avons eu la preuve de façon très flagrante lors des 2 dernières élections, mais pour des raisons multiples. Mais disons qu'il y a un vrai mouvement de fond, un problème de défiance entre les citoyens et les élus, mais pas que les élus d'ailleurs, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une question de façon de voir toutes les formes d'autorité et toutes les formes d'imposition de l'autorité, qu'elles émanent des élus ou qu'elles émanent d'autres personnes. On pense aux experts, mais on
aussi on peut penser même aux médecins, aux instituteurs, aux professeurs, etc. Donc la manifestation de l'autorité n'est absolument plus suffisante pour asseoir la légitimité d'une décision, et on ne supporte plus l'argument qui consiste à dire j'ai l'expertise, donc ce que je vous dis est vrai. Donc cette forme de défiance qui est par ailleurs alimentée, il faut bien le dire, par une chronique politique des plus défavorables ces 2 dernières années, qui accroît ce sentiment extrêmement fort de méfiance, se traduit par le fait que l'ensemble des décisions qui sont prises dans le processus décisionnel, mais qu'il émane de grands maîtres d'ouvrage, puisque nous on est spécialisés, nous on organise des grands débats publics sur des questions d'infrastructure, donc que ça vienne des entreprises publiques, que ça vienne de grands maîtres d'ouvrage, que ça vienne de collectivités locales, la mise en place de ces infrastructures et l'ensemble du processus décisionnel est par définition suspect. Il est suspect de cacher un certain nombre d'intérêts, il est suspect dans ses modalités de financement, et il est suspect, on va dire, de ne pas prendre en considération véritablement l'intérêt général. Et c'est là le problème central que nous pouvons rencontrer. Il y a sans doute un gap générationnel, mais fondamentalement, il y a aussi une nouvelle conception de la façon dont se constitue l'intérêt général aujourd'hui, et je vais arriver ensuite aux outils numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant longtemps, les maîtres d'ouvrage, et on va dire nos élites, pour être extrêmement large dans la conception d'autorité, avaient sinon le sentiment, du moins la conviction et certainement la formation, pour se penser comme étant des détenteurs ou des porteurs de cet intérêt général, dans une espèce de conception de l'excellence technique et de l'élitisme républicain dont la France est un des inventeurs. Cette façon de concevoir l'intérêt général aujourd'hui est totalement mise à mal par de très très nombreux facteurs sur lesquels je suis revenu tout à l'heure. Ce qui veut dire que la légitimité du processus décisionnel aujourd'hui repose davantage sur la façon dont le processus est enclenché, c'est-à-dire sur le dispositif de concertation ou déconcertation ou des débats publics successifs qui peuvent se tenir sur un projet d'infrastructure, mais même sur une loi. Hein. On pourrait gloser sur la question de la décentralisation, mais je suis tenue au devoir de réserve, donc je ne le ferai pas. Et donc, la façon dont l'ensemble des décisions sont prises se heurte à des fins de non-recevoir et à des manifestations relativement parfois violentes, du moins des manifestations d'opposition, ou dans lesquelles les populations ont l'impression que dans ce processus, leur voix n'est pas entendue. Tous les domaines ne sont pas considérés de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut penser que dans certains domaines, on considère qu'il y a une véritable compétence technique et que les citoyens ne savent pas trop dans quelle mesure ils pourraient donner leur avis. Mais ces domaines-là sont de plus en plus restreints. Alors, les domaines dans lesquels ils ont particulièrement envie qu'on les entende, les domaines de la santé, bien entendu, sont parmi les premiers. Les questions environnementales. L'année prochaine, nous accueillons à Paris la COP21, qui est le grand rassemblement dans la suite du processus du protocole de Kyoto, l'ensemble des grands leaders de la planète dans ce domaine-là. Donc dans ce domaine-là, les citoyens ont particulièrement envie d'être entendus. Et puis dans des domaines de l'énergie plus globalement, dans le domaine du nucléaire, qui est une question que nous avons traitée récemment à la Commission nationale, ça a été particulièrement difficile sur la question du traitement des déchets nucléaires, etc., etc. Donc dans tous ces domaines, les citoyens veulent pouvoir être entendus. Pas tout le temps, pas systématiquement, mais au moins de façon sincère, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose et que quand on les écoute, c'est pas uniquement pour vendre des projets, et de façon régulière jusqu'à la mise en place et la mise en œuvre des projets. Donc la lecture que nous avons à la Commission nationale est de dire qu'il faut pousser un certain nombre de méthodologies de concertation et de participation de la façon la plus raisonnable et la plus sincère possible pour qu'on ne se retrouve pas systématiquement avec des opposants. Je ne vais pas vous citer l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, mais enfin on a fait un débat public en 2003 dans des questions sur des grandes infrastructures, sur des lignes à très grande vitesse, mais aussi sur des infrastructures plus restreintes qui concernent justement les collectivités locales, des questions d'incinérateurs, toutes les questions qui ont lié aux déchets qui sont totalement fondamentales, les questions de traitement de l'eau qui sont extrêmement importantes. Donc dans tous ces domaines-là, nous on voudrait promouvoir justement des méthodologies. Alors participatives, la loi nous permet et rend obligatoire l'organisation de grands débats publics
public, mais il y a également dans le code de l'environnement toute une législation, dans le code de l'urbanisme, etc., qui impose des concertations et des débats publics. Là-dedans, la question du numérique est extrêmement importante parce que, évidemment, selon la manière dont on met en œuvre cette concertation, elle va être considérée comme instrumentalisée, manipulatoire, stratégique, pas sincère et tout ce qu'on veut. Il y a un certain nombre de moyens qui permettent de garantir que ces processus se passent de la façon la plus sincère possible. Corinne Lepage avait travaillé dès 1996 à une charte de la concertation sur laquelle les parties prenantes souhaitent s'appuyer pour que ça se passe bien. Et la Commission nationale va sur les territoires pour essayer de montrer, d'expliciter les méthodologies qu'elle met en œuvre. Et le numérique, à cet égard, est extrêmement important, tant au niveau de l'information à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, puisqu'il ne peut pas y avoir de concertation sans information. On est bien d'accord, c'est le niveau 1, la convention d'Aarhus que la France a ratifiée en 2002 le précise très clairement. Il est nécessaire d'avoir une bonne information. Bon, avec les outils numériques aujourd'hui, c'est relativement simple, c'est-à-dire mettre en place des sites internet dédiés qui permettent une information approfondie, et puis des outils de participation et d'interaction qui permettent aux gens de se construire un point de vue sur un sujet. Il arrive quand même régulièrement que les citoyens n'aient pas de point de vue. C'est en tout cas les citoyens moyens, citoyens profanes dans un sujet. Vous savez, nous sommes tous des profanes dans certains sujets. Il n'y a pas les moyens et ceux qui savent. On est tous des moyens et des experts, selon les domaines des profanes et des experts, selon les domaines dans lesquels on se trouve. Donc ces moyens d'échange entre experts et profanes qui permettent de se construire un point de vue. De plus en plus, on les voit se déployer dans les collectivités locales, que ce soit du ressort de la Commission nationale dans ce qui nous concerne, ou dans les collectivités, dans le cadre des concertations. Ça va du conseil de quartier au budget participatif, en passant par toutes sortes d'ateliers citoyens possibles et imaginables qui se mettent en place. Et on pense que c'est effectivement un outil. Alors attention à ne pas faire du technicisme de base, c'est-à-dire à imaginer que parce qu'on va mettre un outil informatique, on va résoudre les problèmes ou on va permettre de faire revivre la démocratie. Si c'était que ça, depuis l'invention de la radio, on aurait résolu le problème. Donc c'est pas le cas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'une bonne articulation des outils numériques avec une méthodologie qui permet de garantir que la concertation se passe dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait une forme de garantie, on parle beaucoup de garant de la concertation, de plus en plus on promeut ce système-là. La Commission nationale joue localement le rôle de garant sur les processus dans lesquels elle intervient. Donc on met en place des garants et on met en place des dispositifs qui permettent de faire en sorte, en tout cas on essaye, c'est pas toujours simple, de faire en sorte que la parole citoyenne soit écoutée. Tout ça avec des outils d'échange en ligne, des forums, des blogs, des systèmes d'échange via Twitter, Facebook, etc. Tout ça se développe de façon très très importante, et d'instrumenter cette démocratie, en tout cas c'est d'instrumenter la parole citoyenne de façon à ce que ça rentre véritablement dans le processus décisionnel. Tout ça n'est pas simple parce que les projets sont complexes, que les processus décisionnels, on parle souvent de la décision, mais en France on souffre cruellement de décisionnisme. Il n'y a pas la décision, il y a 50 décisions dans un process, ils sont parfois très longs, ils sont parfois extrêmement abscons. Et les citoyens ont un peu l'impression que les choses sont décidées quand elles ne le sont pas. Mais c'est parce que le côté très abscon du processus décisionnel fait que ils ont l'impression de ne pas avoir de prise là-dessus. Donc tout le rôle de ces processus-là et des outils numériques, c'est de donner une certaine transparence et de redonner une certaine marge de manœuvre aux citoyens pour qu'il ait véritablement la possibilité de se faire entendre. Le problème, un des problèmes, s'il y en avait qu'un, un des problèmes véritablement qui se pose aujourd'hui, en tout cas dans les collectivités locales, c'est que il est vrai qu'il y a une difficile articulation entre la conception du rôle de l'élu comme porteur de projet et comme représentant et son rôle en tant qu'animateur et organisateur de cette légitimation du processus décisionnel. C'est parfois difficile. Porteur de projet, j'arrive, je suis élu, je suis porteur d'un projet, j'ai fait campagne dessus, et lorsque je veux le mettre en œuvre, organiser une concertation peut parfois être vécu par certains élus comme une remise en cause de l'élection. Le problème, c'est que le vote du citoyen au moment de l'élection n'est pas un blanc-seing pour la totalité des actions que les élus vont mener. On est bien d'accord. C'est un accord, une forme de reconnaissance, mais c'est pas un blanc-seing. Donc il faut arriver, il faut que l'élu ait suffisamment, à la fois il a envie de faire aboutir son projet, mais qu'en même temps il ait la
capacité, la volonté de chercher à l'améliorer, de faire en sorte qu'il soit véritablement adapté au contexte socio-économique, au territoire, etc. et qu'il ne passe pas à côté d'un certain nombre de contraintes, de ressentis, de perception du territoire. Un peu comme le disait John, c'est-à-dire 2.0, être ouvert au feedback, c'est-à-dire être capable d'amender son projet, de le faire évoluer en fonction du retour des citoyens que permet la mise en place de ces sortes de canaux, justement à double sens avec les citoyens, et cette remontée de perception ou d'avis. Tout à fait, c'est tout à fait nécessaire. Bon, ça nécessite un peu parfois de se faire violence. Il est vrai qu'il y a certains projets qui sont dans les tiroirs depuis 30 ou 40 ans, et les faire arriver en concertation pour des gens ou des ingénieurs, des services qui ont travaillé sur ces projets extrêmement longtemps, c'est une forme de violence symbolique, hein. Il faut quand même le reconnaître. Donc il faut arriver à travailler en bonne intelligence, mais on a quand même vu souvent des projets qui sont améliorés, pas seulement à la marge de la participation citoyenne, parce que, je veux dire, les concepteurs n'ont pas une appréhension totale de ce que peut être l'intérêt général, ou passent à côté d'un certain nombre de choses. Et puis de toute façon, il y a des choses à négocier, puisque dans tous les projets qui se mettent en place, il y a des gens qui vont pâtir des conséquences de la mise en œuvre du projet. Tout ça doit se négocier au mieux. Donc cette phase de concertation, elle est là pour ça, et il y a un retour à faire. Ce retour à faire, c'est ce moment extrêmement important dans lequel les différents décideurs aux différentes phases de développement des projets font des retours. C'est-à-dire, voilà moi ce que j'ai entendu, voilà ce que je retiens qui me paraît relativement important, et voilà ce sur quoi j'engage ma responsabilité en tant qu'élu. Et je ne vais pas être d'accord avec tout le monde, je vais plutôt retenir certaines options plutôt que d'autres, et c'est là-dessus que j'engage ma responsabilité. Merci beaucoup Laurence Monnoyer-Smith. Liliane Vézier, au sein de l'agglomération de Compiègne, vous portez cette question du numérique. Alors on dit souvent qu'effectivement l'élu au numérique est toujours un peu un pionnier, qu'il y a quelques années on le regardait avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce qu'il a celui-là ou qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'elle raconte. Je pense que la copie a évolué, mais ce que j'aurais voulu entendre, c'est votre témoignage sur justement le rôle que peut embarquer en termes d'animation auprès de ses collègues du conseil municipal ou intercommunal. Voilà, quel positionnement et quelles aspirations vous avez. C'est-à-dire, c'est quoi le rôle d'un élu sur ce sujet numérique dans une agglomération comme Compiègne aujourd'hui? Oui, alors un élu, d'abord, ça ne fait pas. Ça donne des idées, ça fait des projets, ça ne fait pas. C'est pour ça que je vais souvent parler au nous, tantôt en pensant à la collectivité des élus, enfin à l'ensemble des collègues élus de la ville ou de l'agglo, et tantôt en pensant à un nous qui englobe le responsable le directeur des systèmes d'information, qui est commun à la ville et à l'agglo depuis fort longtemps, et sans qui rien ne se serait fait. Hein. C'est Kaiser Phantom Fekit, hein, César fait un pont, c'est pas lui qui le fait, quoi. Donc voilà. Donc c'est un premier point qui est important, et ça ne minimise pas pour moi le rôle de l'élu, mais c'est pas, il y a plusieurs fonctions qui sont différentes. Donc pour ce qui me concerne, vous avez fait allusion à des témoignages d'autrefois sur des élus qu'on regardait de travers. Moi, ça m'est pas arrivé, franchement. Alors, j'arrivais auréolée de mes fonctions à l'UTC, hein, ça facilite les choses. Donc, on me croyait compétente, ça aide, sûrement. Et par ailleurs, je pense que quand même, globalement, les élus savaient qu'il fallait faire. Donc, oui. J'ai eu une assez grande marge de liberté de ce point de vue-là, sauf quand ça touche leur travail personnel. Donc j'y reviendrai tout à l'heure en fin d'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai cette délégation depuis 2001, donc ça fait une certaine durée. C'est vrai que j'arrivais à la ville avec Culture UTC, où on était quand même plutôt en avance sur le reste du monde, et la ville, elle était plutôt en retard de mon point de vue. Ceci dit, je crois qu'elle était à l'image des autres villes de France à la même époque, hein, mais il y avait en gros 50 ordinateurs pour l'ensemble des services concernés de la ville, qui en a quand même beaucoup. Il y en a 900 aujourd'hui, hein, donc vous voyez l'écart. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc on a... Je vais parler dans trois directions. D'abord, vis-à-vis du public, puisque c'est quand même aussi beaucoup
le thème d'aujourd'hui. Je parlerai ensuite des entreprises et puis après de la ville, enfin du fonctionnement interne, parce que c'est également un aspect important. Donc, pour ce qui concerne le public, on a eu 2 actions de sensibilisation. On a mis en place des cyberbases très tôt, c'est-à-dire dès que la Caisse des dépôts, Caisse des dépôts seulement maintenant, a lancé ce programme, ou plutôt a été chargé par le gouvernement de l'époque de faire un programme pour rattraper le retard numérique de la France. Et donc, ils ont lancé ce programme des cyberbases dans toutes les villes de France, en commençant par Paris et la Villette, qui a été la cyberbase de point de départ. Et nous, on est arrivés très vite derrière. Donc, on a fait le choix, nous, d'avoir plusieurs cyberbases au lieu d'un gros truc avec beaucoup de monde. On a essayé de faire 3 pôles en allant au plus près des personnes les plus concernées ou dont on estimait qu'elles en avaient le plus besoin. Et en particulier donc dans les quartiers où les foyers n'étaient pas équipés. Et c'est la même équipe qui tournait, c'est-à-dire que c'était la même prestation qui était assurée dans les différents endroits. Donc un gros travail, ça a eu énormément de succès, ça en a encore. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, comme dans toutes les cyberbases de France, une cyberbase, c'est un endroit où on va apprendre l'informatique pour les gens qui ne connaissent pas. Dans toutes les cyberbases de France, en gros, c'était 60% de retraités, de jeunes retraités, qui voulaient garder le contact avec la génération qui suivait, en particulier leurs petits-enfants, et qui donc avaient un besoin très fort d'apprendre et une volonté d'apprendre. Aujourd'hui, les retraités qui arrivent, enfin les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite ont généralement utilisé l'informatique dans le courant de leur vie. Reste que il y a encore un besoin pour des populations ou sans emploi, ou des personnes dont les emplois ne les ont pas portés là, ou des personnes âgées, mais moins qu'autrefois. Et donc aussi une initiation de départ pour s'améliorer et essayer d'accéder à un autre emploi ou à l'emploi tout court. Donc il y a en particulier un volet important sur la recherche d'emploi en partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la Formation, par exemple. Mais il y a aussi des activités en direction des jeunes, pendant les périodes scolaires en particulier, et puis des initiations à tous les nouveaux outils qu'on n'apprend pas au travail, en particulier les outils de communication surtout. Hein. Donc, premier rôle de l'élu, quelque part, mettre en place les dispositifs qui vont permettre de diffuser la culture, l'éducation au numérique. Absolument. Sur le territoire. Voilà. Alors, deuxième volet de cette même action, c'est le volet scolaire. On a mis en place un programme dans les écoles de Compiègne avec la mise à disposition dans les établissements, pour chaque établissement, de 20 à 25 ordinateurs que l'école choisissait, soit de regrouper dans une salle informatique, ce que certains ont fait, soit de disperser dans les salles de classe. Donc ça, c'était leur choix pédagogique. On n'est pas intervenu là-dessus. Et on a fait ça, bien sûr, en partenariat avec l'Éducation nationale. Et on a mis en place un réseau, un peu plus récemment, qui leur permet de communiquer entre eux, d'avoir des projets entre eux, etc. Alors, ça marche bien. Ça marche en particulier très bien pour les relations parents-enseignants, pour tout ce qui est de la vie de l'enfant à l'école, pour tout ce qui est de les présences, les projets éducatifs, les sorties, etc. On a mis en place aussi des tableaux numériques dans certaines écoles. Je ne suis pas enthousiaste de l'usage qu'on en a fait, donc pour l'instant je regarde ça. De l'usage quand même, oui, c'est difficile, c'est difficile, il faut savoir s'en servir. Oui. Et donc c'est un point sur lequel je reviendrai d'autres fois, c'est la nécessité de la formation. Avoir des idées innovantes sur le plan pédagogique pour utiliser valablement un tableau numérique, parce qu'on peut utiliser un tableau numérique comme un tableau normal, sauf que ce sera mieux écrit, plus propre, les dessins seront plus lisibles, etc. C'est peut-être déjà un progrès, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec. C'est un petit peu dommage de s'en arrêter là. Mais bon, j'ai pas dit qu'on n'en mettrait pas d'autres, mais je veux pour l'instant qu'on fasse de la formation, sinon ça n'a pas de sens. Deuxième volet, donc c'est un axe plus agglo et plus aménagement du territoire et développement économique. Et donc pour nous, il est tout à fait évident que ça passe par le très haut débit. Et donc on a suivi avec intérêt les politiques. On n'est pas intervenant à ce niveau-là, au niveau des villes ou
des agglomérations, mais par contre, on peut accompagner ce qui se passe. Et donc, lorsque la fibre est passée par chez nous, moi, j'ai fait en sorte que toutes les zones d'activité que l'on a, puisque dans le domaine de l'action économique, la base de l'action économique d'une communauté, d'une communauté de communes ou d'une agglomération, c'est le fait de développer des zones d'activité économique. Et donc, la fibre arrive dans toutes les zones. Reste la liaison entre le point d'arrivée et la desserte individuelle, qui est un problème qui se résout inégalement bien selon les secteurs. Ceci dit, moi j'ai entendu parler tout à l'heure de l'énorme retard de la France sur l'utilisation numérique. Je suis un peu étonnée. Moi, c'est pas ce que je vois tous les jours. Alors, si on prend les TPE, bien sûr, vous savez, si on fait la statistique sur le nombre d'entreprises, en incluant dans ce nombre les TPE et les PME, évidemment, en nombre d'entreprises, il y a sûrement un chiffre qui est défavorable parce qu'il y a beaucoup de micro-entreprises ou d'entreprises monopersonnelles. Donc, mais celle-là, quelque part, c'est presque comme des citoyens, c'est-à-dire ce sont vos administrés aussi. Vous leur parlez à la fois comme citoyens et comme entrepreneurs. On ne peut pas les forcer à le faire. Alors, on a fait des journées d'études. Vous avez pu me répondre, le rôle de l'élu numérique, c'est de les forcer à y passer, et puis on va faire ce qu'il faut. Mais voilà, à un moment donné, on est justement avec les indépendants, avec les auto-entrepreneurs, on est sur cette zone de fracture entre une personne qui est un particulier en fait, mais qui est un particulier qui est aussi une unité de production, si je puis dire. Et aujourd'hui, comment l'élu qui est en relation avec ces personnes en tant qu'administré, est-ce qu'il peut leur faire passer le message et comment il peut le faire ? Alors, on a fait des journées de sensibilisation. C'est aussi beaucoup le boulot des chambres, quand même, de commerce ou de l'artisanat, etc. C'est pas seulement... voilà. On en a fait une fois avec eux, d'autres fois essentiellement avec l'UTC, parce que ça faisait partie des missions de Compiègne Pôle Technologique, qui est une association UTC Villaglo. Donc, on a fait ça. Après, on a essayé d'identifier nos télétravailleurs, parce que j'en ai rencontré pas mal individuellement. On n'a pas... en fait, ils ont besoin d'un bon débit, donc ça dépend des quartiers, c'est inégal pour l'instant, mais on sait que dans un an, ça va aller mieux. Ils ont besoin d'un bon débit, mais ils n'ont pas envie de télécentre, parce que, en tout cas, tous les télétravailleurs que j'ai rencontrés télétravaillent seulement un jour par semaine ou deux. Un jour par semaine. Et donc, le côté relationnel de l'entreprise, ils l'ont les 3 autres jours. Et en fait, ils souhaitent télétravailler pour s'éviter des déplacements, et parfois aussi pour assurer la récupération des enfants, etc. Donc ils souhaitent être chez eux. Et ils télétravaillent dans les moments où les enfants ne sont pas là, enfin, en particulier les femmes, mais il y a aussi des hommes qui font ça, c'est pas... et puis le soir, une fois que... donc ils n'ont pas du tout envie d'aller dans un télécentre. Donc nous, on a écarté l'idée de télécentre tout en testant l'idée au niveau d'une de nos zones d'activité. Mais voilà. Donc le volet développement économique, et puis simplement, on a aussi beaucoup développé tous les logiciels métiers, donc en interne. C'est vrai que une collectivité bien gérée et plus performante et coûte moins cher à ses administrés. Donc on a tous intérêt collectivement à ce que ça marche. Et donc on a mis en place à peu près dans tous les secteurs des logiciels métiers et donc développer, fait énormément de formations en interne pour que, et c'est un secteur où il faut encore travailler toujours pour améliorer l'utilisation de ces outils. J'ai oublié un point tout à fait au début, c'est à la fois logiciel métier et service au public. On a été pilote avec le ministère de l'Intérieur pour ce qui est de l'e-administration. Et donc on a mis très tôt en place, bon, maintenant tout le monde a ça, hein, mais nous on l'a fait il y a 10 ans, toutes les démarches administratives en ligne. Et puis bien sûr on a toutes sortes de services qui sont connectés en ligne, petite enfance, on peut réserver ses places à l'école, dans les crèches, sur internet avec un paiement électronique quand il y a un paiement, pareil bien sûr pour tous les lieux pour les lieux de spectacle municipaux, et puis voilà, dans tous les secteurs on a essayé aussi de rendre ce service pour des gens qui travaillent et sont pris beaucoup, qu'ils puissent régler leurs petits problèmes tranquillement de chez eux, plutôt que de venir, ou en tout cas en venant moins.
Merci pour ce témoignage, Liliane Vézier. Pierre Pérez, donc vous êtes au centre deux élus, un élu rural et une élue d'une agglomération nettement plus importante. Pardon, John. Mais en l'occurrence, donc, et on a parlé d'espace public numérique, on parle d'animation numérique du territoire. La délégation aux usages de l'Internet, historiquement, anime les espaces publics numériques, les outils, les accompagne. C'est 5000 espaces publics numériques en France. Comment ça prend? Et puis on voit aussi se profiler le projet des maisons de service au public qui associerait du service virtuel, du service physique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement la mission que se donne l'État en termes de soutien à ses élus sur le numérique dans leur territoire? Bien, écoutez, d'une manière générale, la délégation aux usages Internet a un passé et un avenir. Le passé, c'est l'actualité. L'avenir, c'est les perspectives qu'on est en train de bâtir en ce moment, sur base d'un certain nombre de rapports, d'études, en particulier celui du Conseil national du numérique sur l'inclusion, qui était particulièrement instructif, qui a donné des mots à des choses qu'on savait peut-être, enfin que certains savaient. C'est qu'aujourd'hui, le numérique, il fallait se l'approprier, il fallait le vivre de l'intérieur et pas être spectateur. Et donc, par conséquent, on admet de plus en plus la nécessité d'apprendre de manière de plus en plus jeune les activités de codage, par exemple. Mais indépendamment de cela, le Conseil national du numérique a mis l'accent sur une multitude d'initiatives qui naissent dans les territoires de manière très spontanée et qui sont multiformes, dépendant de diverses institutions. Enfin, c'est une floraison du printemps, en fait. Hein. Je parle du printemps du numérique. Hein. Et que ces lieux-là, finalement, sont particulièrement porteurs d'une dynamique de l'économie des territoires, parce que de ces lieux-là interviennent des réalisations faites par les individus qui permettent le déploiement, le développement de construction d'itinéraires, des recommandations en direction des personnes en difficulté. Et ces activités, cela se font dans des lieux de médiation numérique, dont les espaces publics numériques. Mais il n'y a pas que aujourd'hui. Il y a les ateliers de fabrication numérique, il y a les cafés repères cafés, il y a les tiers-lieux, il y a les missions de service public, les missions locales, certaines entreprises, type EDF, type Orange, type SFR, qui décident de faire de la formation aux différents publics. Donc il y a une dynamisation d'une activité de médiation numérique dans les territoires, très éparse, et qui conviendrait sans doute de dynamiser, de faire identifier, éventuellement de leur faciliter la vie en leur apportant des outils et des orientations. Voilà. L'État est attentif à cela. Bon. Vous me posez la question, je vous réponds tout de suite. Ce dont je voulais vous parler, c'est d'abord, ce que fait la DUI aujourd'hui et ce qu'elle se propose de faire. Alors traditionnellement, effectivement, nous avons... et c'est de là qu'est née la délégation usage Internet. Il est né de la MAPI, Mission d'action publique pour l'Internet, en 2003. L'idée était d'accompagner, de consolider le déploiement de lieux équipés, connectés à Internet, avec un personnel d'accueil, avec un processus de labellisation qui lie une signature faite par la délégation usage Internet, par la collectivité territoriale concernée et par le préfet. Donc c'est un label extrêmement exigeant. Et ce label vise à reconnaître dans ces lieux-là une activité de service public, c'est-à-dire faut bien distinguer des cybercafés, avec des usages d'intérêt général, avec des formateurs formés, et bien formés à ces questions-là, des animateurs, comme on dit. Et donc ce label Net Public permet aujourd'hui de reconnaître, d'identifier 2500 lieux éparpillés dans le territoire. 75% dépendent des collectivités, 25% du milieu associatif, mais le milieu associatif est généralement subventionné par les collectivités territoriales. Ceci dit, il y a quand même 5000 lieux qui existent et qui font ce type d'activité, une activité d'accompagnement à l'appropriation des nouvelles technologies. Voilà. À côté de cela, nous avons un programme qui s'appelle Ordi 2.0, qui est un dispositif c'est une filière nationale de collecte, de rénovation et de redistribution d'ordinateurs
au bénéfice des personnes en difficulté économique et sanitaire. Nous avons un dispositif Net Emploi, qui est un dispositif qui permet de... Alors tous ces termes-là sont des labels, et c'est aussi des adresses, des URL de sites internet. En général, ils se terminent par .fr. Donc netpublic.fr, netemploi.fr. Netemploi, c'est toutes les indications pour le grand public pour trouver de l'emploi grâce au numérique. Le portail des métiers d'Internet, c'est .fr, c'est en réalité l'ensemble des métiers liés à l'Internet et l'ensemble des cursus de formation y accédant. Ça se développe de manière contributive. Le programme internet-sans-crainte.fr, alors tout ça, c'est des programmes qui sont à disposition de tous les élus, bien entendu, qui sont des dispositifs de sensibilisation aux enjeux et risques de l'Internet. Ça s'adresse aux enfants, aux parents et aux éducateurs, avec toute une série d'animations qui permettent, selon l'âge de l'enfant, de les sensibiliser aux différents risques que l'on peut rencontrer sur Internet. Nous avons le programme Proxima Mobile, qui est un portail, proximamobile.fr, qui est un programme, qui est un portail de référencement des applications et services sur terminal mobile d'intérêt général, selon les différentes thématiques, avec toute une série tout un fonds éditorial concernant finalement les évolutions des TIC, en particulier les smartphones, les tablettes tactiles, les télévisions interactives, les objets connectés, en France et dans le monde. Donc c'est très intéressant du point de vue des informations qu'on peut y recueillir. Le programme Solidarité numérique, qui est en fait un dispositif par lequel nous avons, grâce à une association fondée par des partenaires associatifs, créé un compte au sein d'une banque, et nous faisons abonder ce fonds par des partenaires désireux d'investir dans des activités d'intérêt général qui permettent, grâce au numérique, de faciliter l'intégration et l'insertion professionnelle ou sociétale des personnes en difficulté. Donc ce programme Solidarité numérique est sa deuxième année de fonctionnement. On a réussi à financer à hauteur de 300 000 € une dizaine de projets, principalement en lien avec le handicap. Effectivement, les entreprises de type Mondial Assistance, de type ERDF, qui sont nos principaux partenaires, ayant des obligations légales en termes d'AGFIPH importantes, ont préféré investir dans le cadre de ce type de dispositif. Nous en étions là lorsque le remaniement est arrivé, et tout est remis à plat. Et c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je sais ? Ce que je sais, c'est que, d'abord, c'est que nous dépendons du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, ce qui est une information intéressante. Autrefois, on dépendait du ministère de l'innovation, des PME et de l'économie numérique. On a enlevé la notion d'économie, ce qui enlève quand même, ce qui nous donne une plus grande existence à la dimension e-inclusion. Bon. Et nous sommes donc mis à la disposition de ce ministère, et donc de ce fait travaillant autant que de besoin pour la secrétaire d'État, Madame Axelle Lemaire. Ce que nous savons, c'est que la délégation usage de l'Internet va prochainement, je ne sais pas quand, rejoindre une agence du numérique qui accueillera la mission du très haut débit, les usages et la French Tech. Ce qui me paraît intéressant comme composition finalement, parce que d'un côté ça veut dire que le très haut débit doit se développer avec les usages qui vont avec, et comptez sur moi pour laisser entendre que les usages sont le terreau de la French Tech. Donc autrement dit, je trouve là que c'est un dispositif tout à fait intéressant. Sorti de là, je suis un peu en difficulté parce que je ne peux pas parler à la place de la ministre qui aurait dû parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je sais d'autre ? Je sais aussi qu'il y a une mission parlementaire que la délégation d'usage d'Internet copilote avec la DG6, qui est le service en charge de la numérisation des entreprises au ministère de l'économie, sur le thème de comment faire évoluer le service universel des télécommunications électroniques. Autrement dit, aujourd'hui, un dispositif qui fait que l'on finance, enfin, qui fait que les opérateurs, que certains opérateurs, selon certaines règles, financent le dispositif de publiphonie, c'est-à-dire les cabines téléphoniques, qu'ils financent également l'annuaire papier.
et qu'ils financent également la téléphonie filaire, et en particulier les facilités tarifées pour les personnes qui auraient des difficultés à payer leur... Donc voilà un dispositif qui, à certains égards, en particulier sur la publiphonie, n'a plus de raison d'être. Enfin, sous condition. On verra que dans certains cas, il faut le maintenir. Mais il y a peut-être là une masse financière à récupérer, enfin, un réadressage de cet argent-là au bénéfice de ce qu'on pourrait appeler un accès universel aux services essentiels du numérique, qui donnerait quelques perspectives. Enfin, par les temps qui courent, nous vivons un paradoxe, et c'est le paradoxe est le suivant: nous avons des problèmes financiers, un déficit contre lequel il faut lutter, et en même temps une urgence essentielle, c'est-à-dire le numérique permet tout. Il permet de prévenir les maladies, il permet de se battre contre le développement durable, il permet de trouver un emploi. Et il serait fautif de ne pas investir massivement dans le numérique. Comment fait-on? Donc le moindre sou est à récupérer, et il faudrait en faire une cause nationale. De ces travaux que nous accompagnons, il apparaît beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Par exemple, à titre d'exemple, 800 000 jeunes appartenant à une classe d'âge, tous les ans, passent une journée défense et citoyenneté, pour détecter chez eux leurs problèmes liés à l'analphabétisme. Alors pourquoi ne pas détecter leur niveau d'électronisme pour éventuellement ensuite les orienter vers les passes publiques numériques, éventuellement pour les orienter vers le passeport Internet multimédia. Je me suis dit qu'il y a une belle idée, quoi, parmi d'autres. De là sortent d'autres idées. Certains marchés de destruction de matériel ne prévoient pas de clause de réemploi, c'est-à-dire que les équipements informatiques sont détruits parce que derrière, effectivement, il y a des fractions valorisables, et ça n'intéresse pas forcément tout le monde de récupérer et de réemployer les ordinateurs. Donc on pourrait peut-être tout simplement intégrer une obligation d'une clause de réemploi dans les marchés publics de destruction des matériels, qui concerne aussi les collectivités territoriales. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sans gaffer? Il y a la télé. Oui, vous êtes en streaming et en plus vous êtes enregistré. Hein. Et le streaming a été relayé par la French Tech, par le CRM, etc. Donc je vous invite à la plus grande prudence. Ceci dit, on a compris une chose en tout cas, et c'est que notre ministre est préoccupé par la croissance grâce au numérique, par l'inclusion, et par une des démarches en lien avec une utilisation responsable et protégée du numérique. Voilà, 3 axes prioritaires de son action. Elle a la préoccupation aussi de faire du consensuel, c'est-à-dire de ne pas infliger du haut des démarches qui ne seraient pas acceptées par la base. Donc ce qu'on va essayer, c'est que dans toutes ces mesures que nous allons prendre en lien avec la médiation numérique, on va essayer préalablement de faire remonter l'information par le grand public, pas les usagers. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout ça à vous rajouter. Merci Pierre. Voilà, à votre disposition. Merci beaucoup. On va continuer ce petit tour de table et puis après on lancera des questions parce que je pense qu'il y en a qui se préparent. On en parlait tout à l'heure et on y reviendra avec une note d'optimisme avec marche arrière. C'est que effectivement, vous le dites, dès le départ, il y a une pensée autour des réseaux et des usages. Il y a une volonté de l'État qui a été manifestée fortement sur le très haut débit parce que il y a des usages derrière. Et je voudrais donc donner la parole à Cyril Luneau. SFR est aujourd'hui le premier partenaire des réseaux d'initiative publique en France. Cyril, c'est combien de réseaux que vous gérez pour le compte des collectivités ? Une trentaine. Une trentaine. Donc vous êtes le premier opérateur sur ce champ, sur ce marché aujourd'hui. Alors je rappelle la règle du jeu pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que les réseaux d'initiative publique, c'est quand la puissance publique co-intervient avec un opérateur privé qui met aussi de l'investissement, qui met le risque financier pour aller là où les opérateurs privés en général n'iront pas seuls. Donc un certain nombre de zones, des zones AMI, maintenant zones conventionnées, ont ciblé un certain nombre de métropoles, de zones urbaines, et ce qui n'était pas dans ces zones urbaines fait l'objet d'une approche publique-privée partenariale. Donc c'est ça les RIP, réseaux d'initiative publique. Donc aujourd'hui, SFR, vous êtes effectivement un opérateur de réseau, vous êtes une grande marque dans le mobile, avec donc les événements récents qu'on sait, c'est-à-dire le rapprochement avec Numéricable, qui n'est pas encore effectif puisqu'il faut un processus de 8 ou 9 mois
hein, je crois qu'il y a un truc comme ça, mais enfin bon, voilà, les choses sont engagées. Et vous êtes au contact, du coup, de vos clients, on l'a vu sur le stand, vous faites des approches sur la domotique, c'est-à-dire que vous aidez, Pierre le disait à l'instant, vous essayez d'accompagner vos clients sur leurs pratiques numériques, et donc vous jouez un rôle de relais. Alors, deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous faites dans cet accompagnement vis-à-vis de vos clients? Et puis, deuxième question, c'est selon vous, quel devrait être le rôle des élus locaux, indépendamment de celui très important d'être des aménageurs numériques du territoire? Merci. Donc, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Et puis, c'est un territoire qu'on connaît bien. C'est un territoire que l'on aime bien et qu'on continue à bien aimer. Et dans la mesure où on investit beaucoup avec le département de l'Oise, et pas qu'au niveau du département, puisqu'on déploie également la fibre pour le compte de tout le monde d'ailleurs, sur un certain nombre d'agglomérations, dont Compiègne. Donc voilà, alors SFR très présent dans l'Oise, mais pas que, puisque nous sommes, vous l'avez rappelé, donc le premier partenaire des collectivités dans le cadre des projets long terme, on va dire, qui sont des projets de partenariat public-privé, qui sont de plusieurs formes. Et ça fait plus de 10 ans que nous faisons cette activité et que nous continuons à la faire, et c'est pas parce qu'il y a eu par le passé des changements d'actionnaires, des changements de structure, des changements de dirigeants que cette stratégie a été remise en cause, et il n'y a aucune raison que cette stratégie soit remise en cause à l'avenir. Donc c'est tellement vrai, si vous voulez, que tous les jours, ça fait quand même 10 ans qu'on fait ça, et tous les jours, que Dieu fait, nous investissons 300 000 € par jour dans les réseaux auprès des collectivités, avec les collectivités. Donc c'est vraiment un projet, c'est 300 000 € dans ce type de projet, c'est pas rien, il faut les dépenser tous les jours, et donc en investissement, et ça fait 10 ans que ça dure. Donc aujourd'hui encore, on aura investi 300 000 € avec les collectivités. On n'est pas seul à les investir, mais c'est dans le cadre de projets. C'est les projets sur lesquels SFR intervient. Il y en a plein d'autres sur lesquels SFR n'intervient pas. Donc voilà. Deuxième chose, c'est que donc les projets. Quels sont ces projets qu'ont les élus? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, et je vais essayer de ne pas faire trop de redites, mais il y a évidemment l'attractivité économique qui est importante, et l'égalité de traitement numérique du citoyen. Alors quand je dis sur la partie économique, vous avez évoqué tout à l'heure les zones d'activité, les entreprises, madame, bien évidemment, ce que veulent les territoires, c'est bien sûr que chacune des entreprises présentes sur le territoire puisse avoir à peu près la même chose que ce qui existe. Je vais prendre une référence qui est Paris La Défense, par exemple. Donc, alors, toute entreprise PME isarienne doit avoir, en termes de disponibilité, en termes de débit, en termes de coût, en termes de sécurité, en termes de fiabilité, de concurrence, etc., doit avoir la même chose que ce qui peut exister, qui est le référentiel, qui est Paris La Défense, par exemple. C'est également vrai au niveau des TPE, donc très petites entreprises, de tout ce qu'on appelle le pro. Eh bien, là aussi, il y a une nouvelle organisation des lieux de travail, notamment avec ce qu'on appelait des espaces télécentres, et puis le travail à domicile aussi, qui est très important. Et donc, SFR se doit, et donc les collectivités en accompagnement, faire en sorte que les territoires soient couverts et puissent permettre ce type de service. Et puis il y a une égalité, donc je l'ai dit, de traitement des citoyens. Et alors comment on la voit, c'est en termes de couverture mobile, en termes de couverture fixe, et puis que ce soit l'indoor, que ce soit également les débits, connectivité, etc. Et bien les coûts d'accès, parce que on n'admettrait pas de payer plus cher parce qu'on n'est pas au cœur de Paris, par exemple, et donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel les élus veillent et accompagnent quand c'est pas forcément le cas de la part du privé, qui ne peut pas le faire du fait des rentabilités, etc., qui sont dues au marché. Voilà, et donc si vous voulez, à ce titre, et dans le sens de projet SFR, un projet d'entreprise, avec évidemment autour du très haut débit fixe et mobile, avec aujourd'hui 75% de la population qui est couverte en très haut débit mobile, et un projet de
de 12 millions de prises qui seraient des prises fixes très haut débit à l'horizon 2017 et 15 millions de prises à l'horizon 2020. Donc c'est un programme immense et sur lequel évidemment on travaillera avec les collectivités et on le réaffirme bien fort. Sur un sujet où vous m'aviez interrogé aussi, qui était sur le fait que est-ce que les élus y voient clair dans leurs attentes par rapport au très haut débit. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a depuis 10 ans, il y a une grande maturité au niveau des équipes qui animent, que ce soit les élus et que ce soit aussi les équipes qui animent le travail au niveau des territoires. Et les projets, disons, fantasques ou un petit peu hasardeux sont tous tombés d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a plutôt des projets qui sont beaucoup plus industriels et beaucoup plus aboutis. Donc tout le monde a gagné en maturité. Alors, il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est que dans le cadre de ce plan national très haut débit qui a été lancé par le gouvernement, eh bien, chaque territoire a été obligé de mettre en place un schéma d'aménagement numérique de son territoire. Et de ce fait-là, il a dû répondre à un certain nombre de questions, réfléchir et pouvoir aussi se confronter aux opérateurs pour savoir ce qui existait, ce qui n'existait pas, etc. Donc tout ça, ça a été fait, et ce qui fait que ça a donné lieu à une meilleure compréhension des besoins de la part de tous. Ça c'est vrai pour la partie aménagement numérique du territoire. Quand on dit ça, on pense beaucoup à l'infrastructure, etc., et couverture et autres. Mais ça a été fait aussi dans un certain nombre de cas au niveau des usages. Je vais prendre un exemple, pas toujours citer l'Oise, mais un autre département avec lequel on travaille énormément, qui est le Loiret, où là par exemple il y a un schéma directeur des usages numériques qui a été mise en place par le département, avec l'équivalent d'une trentaine de projets qui ont été initiés et qui vont continuer à l'être d'ici 2017, et ce qui donne une visibilité aussi aux acteurs du numérique pour savoir ce qui a été mis en place, enfin ce qui va être mis en place, et ce qui permet d'accompagner les élus et donc les territoires dans leur démarche au niveau des usages. Donc, alors évidemment, ces projets-là, c'est les tablettes pour les collégiens, c'est des solutions numériques pour le maintien à domicile, par exemple, etc. Donc, nous, quand on accompagne une collectivité dans le cadre de son programme de couverture d'aménagement numérique, eh bien, on prend en considération tous les besoins en fait des opérateurs, tous les besoins, et puis évidemment l'enjeu de l'élu, puisque ce sont des projets politiques et non pas politiciens, parce que ce soit gauche, droite, toute oui, sont des projets sans couleur. Les projets passent normalement, quand ils passent au niveau du vote, c'est voté à l'unanimité. Donc voilà. Donc c'est aussi des bonnes choses. Et si je prends le cas de, alors je reviens à l'Oise. Eh bien, le cas de l'Oise, les solutions qu'on a mises en place dès 2004 sur l'Oise, eh bien, ce sont toujours des solutions qui sont utilisées et qui continuent à être développées, puisque le projet continue, il y a encore un certain nombre d'années, d'une part. Et deuxième chose, c'est que quand on réfléchit à est-ce que les projets sont utilisés, oui. Eh bien, en effet, puisque il y a plus de 50% du trafic fixe sur ce département qui passe par l'infrastructure et par les solutions, les services qui ont été mis en place par le Conseil général. Donc ça montre bien qu'il y avait un vrai besoin, et donc c'est des volumes conséquents. L'autoroute n'est pas vide. Absolument. Et en ce qui concerne le projet de très haut débit, qui est un projet très ambitieux et sur lequel nous avons été donc retenus et choisis par le département pour ces prochaines années, eh bien, on considère que les solutions techniques, solutions de services qui vont être mises en place par notre société, eh bien, seront toujours attractives et performantes dans plus de 50 ans. Donc, parce que c'est de la fibre optique, etc. Et que, voilà.
Donc voilà à peu près deux petites choses quand même, parce qu'il y avait un élément assez intéressant ce matin qui était développé par Xavier Dalloz sur Atawad. Donc c'est le principe d'être présent partout à n'importe quel moment, quel que soit la mobiquité. La mobiquité, voilà. Eh bien, on s'inscrit exactement dans le même schéma, parce que on a bien conscience que l'ensemble de nos clients ont besoin d'être accompagnés sur leur lieu de vie. Quand je dis lieu de vie, c'est là où vous vivez, bien sûr, le domicile, mais sur le trajet également. Et puis sur le lieu de travail, et puis sur le lieu de vacances, etc. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons tous les jours, avec évidemment des solutions qui nous permettent de comprendre où sont nos clients et les accompagner sur leur lieu de vie. Et typiquement, je vous donne un projet, parce qu'on parle de l'Oise, mais il y a des choses aussi sur lesquelles on travaille sur l'Île-de-France et sur Paris. Le métro parisien, par exemple, il n'est pas équipé en très haut débit. Il n'y a pas encore de solution 3G, 4G, etc. Donc aujourd'hui, sur un espace contraint comme la RATP, eh bien, SFR est le partenaire de la RATP pour mettre en place des solutions très haut débit mobile, pour que l'ensemble de nos clients, et vous savez qu'il y en a beaucoup, qui passent par le métro, le RER tous les jours, et pour qu'ils puissent avoir la continuité ils avaient la télé, etc. chez eux, et ben, il y a le smartphone, il y a la tablette, etc., et qui peuvent les accompagner sur l'ensemble de leur parcours au jour le jour. Donc typiquement, voilà le type de projet. Et sur l'Oise, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sur ces transports, que ce soit le transport qui est animé pour les écoliers, etc. Eh bien, dans ces cas-là, il va y avoir des solutions de type Wi-Fi qui vont accompagner sur l'ensemble du trajet les collégiens, pour qu'ils puissent continuer à travailler sur leur tablette, etc. Voilà, donc des opérations comme ça sur lesquelles on va aider le département à promouvoir l'ensemble de sa politique d'accompagnement. Voilà. Ensuite, vous avez pu le voir bien évidemment ici, où au-delà des solutions, on va dire, techniques, de services, de couverture, de débit, tout ce qu'on veut, eh bien, il y a des solutions qui vont être beaucoup plus sur des applications, de type domotique, etc. Donc là, vous avez pu voir que ce soit avec la home box de SFR, avec le contrôle, surveillance domicile, caméra HD, etc. Tout a été montré dans le hall. Eh bien, nous accompagnons également les usages et les services dont ont besoin l'ensemble de nos clients, avec autour aussi du maintien à domicile, on l'a dit, mais des solutions à la fois de cloud, des solutions de machine to machine, c'est-à-dire des connexions d'objets connectés, et des solutions de paiement mobile, etc. Et tout ça qui permet d'accompagner, si vous voulez, ce sont des briques qui permettent d'accompagner les politiques de services, d'usage, qui sont faites soit par les communes, soit par les agglos, soit les départements, etc. Donc l'ensemble des élus sur ce type de projet. Donc ça, c'est toujours vrai, et ça continuera par la suite. Ce qu'on demande en tous les cas aux élus, c'est d'avoir une très grande proximité constructive avec les industriels, de telle sorte à ce que ça ne soit pas des pilotes. On n'est pas capable de travailler sur des pilotes, des expérimentations en disant on a besoin de schémas qui sont des schémas industriels, des schémas techniques qu'on va pouvoir répliquer. On peut pas avoir on n'est pas capable de proposer des solutions X à tel endroit, Y à un autre, etc. On a besoin d'avoir des modèles qui sont transposables et qui sont d'un point de vue national. Donc que ce soit sur le NFC, que ce soit sur toutes ces solutions-là, donc il ne faut pas que ce soit des solutions propriétaires, il faut que tous les opérateurs mobiles puissent par exemple venir sur ces solutions-là, et on est garant de ça en tous les cas. Quand SFR répondra à un projet, forcément, que ce soit Bouygues, que ce soit Free, que ce soit Orange, pourra être présent sur des solutions de ce type-là, puisqu'on a un intérêt commun à ce que la partie mobile, l'ensemble de nos services soit utilisé par le plus grand nombre.
Merci beaucoup. Merci Cyril. Quand vous avez parlé à un élu local, et ça vous arrive bien souvent, est-ce qu'aujourd'hui vous vous autorisez à réinterroger un peu son cahier des charges ou sa vision pour dire mais vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, vous n'êtes peut-être pas complètement conscient de tout le potentiel de la fibre, je connais un peu votre territoire, je me dis qu'il y aurait des possibilités dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous autorisez à parler d'usage aux élus? Mais complètement. Les modèles sur lesquels nous répondons ne sont efficaces et ne sont rentables qu'à partir du moment où ils sont utilisés. Et pour qu'ils soient utilisés, il faut qu'il y ait le maximum de services dessus, et le plus de bandes passantes utilisées, etc. etc. Donc ce sont des modèles qui s'enrichissent d'eux-mêmes, et donc à partir de là, on est capable d'expliciter en termes de géomarketing, en termes d'usage, etc., par où doivent passer les réseaux pour capter le maximum de trafic. Ça veut dire qu'il est stupide de faire passer un fourreau, une tranchée ou quoi que ce soit qui ne passerait pas par un point haut pour aller chercher le trafic mobile, etc. etc. Donc tout ce genre de choses, bien évidemment. Et puis ensuite, on essaye de faire comprendre à l'ensemble des élus tout ce qui peut en tirer en termes de partenariat industriel et de solutions d'usage. Donc il y a une sorte d'écosystème que l'on emmène avec nous, parce qu'on a nos partenaires qui vont, à partir du moment où tel ou tel service est possible, telle ou telle sensibilité avec que ce soit le corps médical, avec la santé, l'éducation, etc., quand on commence à travailler avec tout le monde, et c'est pour ça que le maillage est important, et la connaissance du territoire local est importante. Ici, on a Pascal Gravier qui connaît l'ensemble des élus, l'ensemble des administrations, et il sait d'avance quels vont être les besoins et comment amener tel ou tel partenaire pour pouvoir travailler sur telle ou telle solution. Et c'est ça ce que nous faisons au jour le jour. Nous avons placé, il y avait France Télécom, et puis bien aujourd'hui on a Oise Télécom qui est en fait celui qui va être le partenaire des collectivités sur le territoire. Voilà. Merci Cyril. Le mot télécom, il est lâché parce que, marche arrière, effectivement, on déplorait dans une précédente table ronde notre totale incapacité à avoir créé des champions du web. Sauf que la copie n'est pas si sombre, parce que voilà, vous avez un certain nombre de messages assez positifs à nous délivrer, donc ne vous privez pas surtout. Oui, je vois que je suis la touche positive, donc je suis très heureux. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je reprends. Donc, moi je voulais d'abord souligner l'importance capitale, puisque c'est le sujet de la table ronde, de l'implication des élus, qu'ils soient locaux ou pas, dans le sujet du numérique en général. Ça me paraît vraiment extrêmement important. Je vais vous donner quelques illustrations vues d'un industriel du numérique que je représente, Alcatel-Lucent. Et remercier également Yves Rome, justement, dans ses actions tant locales que à Paris, à l'Assemblée, à la VICA, et on voit bien que le département n'est pas du tout en retard en termes de très haut débit et d'infrastructures très haut débit. Donc ça, c'était un petit peu le préalable. Donc c'est très important. Ce que je voudrais situer d'abord, c'est le numérique, parce que chacun voit le numérique à sa porte, ce qui est normal. Donc j'aurais tendance à subdiviser un peu le numérique en 2 ou 3 groupes qui sont liés à leur horizon, on va dire. Vous avez l'infrastructure, l'infrastructure presque, même l'infrastructure passive, quoi, faire des trous, passer des câbles, etc. Donc ça, ce sont des horizons à 10, 15 ans. Il faut réfléchir très tôt, etc., sans savoir forcément ce qu'on va mettre dessus in fine. Dans 15 ou 20 ans, on ne sait pas vraiment ce qui va passer sur nos réseaux. Ensuite, vous avez une couche qui est plus électronique, typiquement la couche d'Alcatel-Lucent. On met des équipements ADSL, des équipements pour faire de la fibre, des équipements pour mettre sur les tours pour le mobile,
plus les équipements évidemment qu'on a dans notre poche, donc toute la partie électronique. Là, on est plus sur des horizons qui se raccourcissent énormément, de l'ordre de 3 ans ou 5 ans. Et ensuite, vous avez les usages, avec les applications, etc., où là, les usages, les délais se raccourcissent encore plus. Donc les élus, on sent bien qu'il y a une sensibilisation qui a été croissante ces dernières années, et que maintenant, on est quand même à un état de connaissance de ce qu'apporte le numérique en termes d'usage, même s'il y a énormément d'inclusion à faire, je suis d'accord, par exemple sur les PME, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Néanmoins, il y a une certaine forme de sensibilisation. Un élu sait que le numérique va jouer sur son développement économique, sur l'implantation des sociétés, etc. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, il sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sur les aspects plus souterrains, on va dire, de socle, là, ça dépend. Parce qu'il faut voir très loin, comme je disais tout à l'heure, et il faut lancer de très gros projets, voir très loin, et pas être sûr de ce qu'on va faire passer dessus. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Or, c'est dans ces domaines-là également qu'on a besoin d'un investissement très fort en temps, en connaissances, et ensuite éventuellement en aide financière de la part de l'autorité publique. En particulier, ce fameux effet de levier. Parce que Cyril en a parlé tout à l'heure, pour faire marcher son ROI en tant qu'opérateur, opérateur d'opérateur certes, mais de toute façon opérateur, il faut bien qu'il installe des équipements dont le retour sur investissement n'est pas à horizon de 10 ou 15 ans, ou que ses clients installent en tout cas des équipements dont le retour sur investissement est plus rapide. Donc on se retrouve quand même à avoir besoin un peu partout d'aide, d'effets de levier, même si la puissance publique, en aidant un investissement, comme par exemple le déploiement de la fibre sur un département, peut très bien s'y retrouver en tant qu'investisseur avisé. Donc c'est vraiment fondamental. Là, on a l'exemple du très haut débit fixe, mais il y a plein d'autres exemples. Donc c'est ça dont il faut que je parle. Tu dis ce que tu veux, Marc. Non, mais hier ont été lancés un certain nombre par Arnaud Montebourg et Axel Lemaire à Bercy, un certain nombre de plans numériques. Vous savez que Montebourg a demandé à ce que soient lancés 34 plans industriels l'année dernière. Les feuilles de route vont être bouclées pour le 8 juillet. Et hier, on a passé en revue avec les ministres un certain nombre de plans, dont des plans numériques, le plan cloud, le plan cybersécurité, qui ne sont pas des moindres, et le plan dirigé par Alcatel, qui est le plan souveraineté télécom. Typiquement, ces plans, c'est aussi le même principe. Et ce n'est pas que du centralisé gouvernemental. C'est le même principe. Nous, dans notre plan, on a deux, trois axes. Donc vous avez des aspects de R&D, vous avez des aspects d'aide au développement de l'infrastructure, justement, et puis vous avez des aspects purement économiques, d'essayer de créer une filière pour l'international. Donc sur les aspects de R&D, si je décris brièvement le plan pour montrer là où la puissance publique peut intervenir, on est en train de travailler sur la 5G. Alors vous allez me dire, on a à peine déployé la 4G, surtout dans le métro. On ne l'a pas encore, et vous me parlez de la 5G, à chaque fois c'est toujours plus, etc. Les usages dont on parle, c'est-à-dire objets connectés, les usages sociétaux vont impliquer une autre architecture de nos réseaux, sans que je rentre dans les détails parce qu'après ça devient assez sordide. Mais disons que les antennes, par exemple, mobiles, des grosses antennes mobiles, celles qu'on voit qui dérangent un certain nombre de personnes, vont de plus en plus être aidées par tout un tas de plus petites antennes ou des réseaux distribués. Et ça, c'est la 5G. La 5G, ça ne consiste pas uniquement à
à faire 10 fois plus de débit que la 4G qu'on est en train de faire. C'est aussi une adaptation aux services sociétaux qu'on est en train de développer. Donc un élu qui veut développer ses services sociétaux doit faire attention à ce qui se passe en 5G, par exemple. Et faire attention à ce que des lois ou des décrets n'empêchent pas le développement de la 5G pour des raisons qui pourraient être... qui peuvent être nombreuses, ou que la normalisation de la 5G ne soit pas faite uniquement en Asie ou aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce que l'Europe sur la 2G était forte, mais sur la 3G et 4G n'a pas été excellente. Donc on essaye de revenir sur la 5G. Donc ça fait partie d'un des axes du plan, typiquement avec un soutien de l'État et de l'Europe. Donc quand je dis soutien de l'État et de l'Europe, ça veut dire qu'effectivement, sur des projets de R&D, on va pouvoir, qui intéressent les centres qu'on peut avoir, Orange ou Alcatel-Lucent, etc., en Bretagne, pour renforcer des centres de développement en Bretagne, on a besoin de déposer des projets dans le cadre des PIA, projets d'investissement d'avenir, pas uniquement pour déployer de la fibre un peu partout, mais aussi pour faire de la R&D. C'est un des exemples. Deuxième exemple, c'est évidemment le très haut débit fixe et mobile. Le très haut débit, d'abord, le très haut débit fixe et mobile, c'est un seul sujet, parce que le très haut débit mobile, c'est les 700 derniers mètres. Donc les 700 derniers mètres, on peut les faire avec du coax, n'est-ce pas n'est-ce pas Cyril? On peut maintenant les faire avec du coax, avec de la fibre, avec du VDSL, avec du cuivre, avec un peu tout ce que vous voulez, en attendant d'avoir de la fibre jusqu'au bout. Ça, c'est pour les 10 ans à venir. Donc on a bien un sujet d'architecture à regarder pour arriver à équiper la France le plus vite possible pour favoriser le développement des usages dessus. Ça, c'est le deuxième aspect du plan qu'on est en train de regarder. Quand je dis on est en train de regarder, dans le plan, vous avez beaucoup de sociétés. Vous avez tous les opérateurs, vous avez Thales, vous avez Airbus, l'ex-Cassidian, vous avez Alcatel, vous avez des petites sociétés, vous avez une quinzaine de sociétés. Tout ça pour développer les services à implanter en France, mais aussi pour faire en sorte, et ça c'est une des caractéristiques du numérique, c'est qu'on est complètement éclaté dans notre approche mondiale, contrairement à l'aéronautique par exemple. On est un secteur qui est un secteur de village gaulois, qui va chacun de son côté, à droite, à gauche. Voilà. Donc on essaye de regrouper en ayant des usages qui vont servir en France et qui vont également pouvoir être exportables. C'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, pour finir l'exemple, c'est l'évolution des services de police, défense, sécurité. On a des gendarmes qui se promènent avec des gros trucs comme ça, qui font pas de vidéo et qui, du coup, quand ils arrivent sur un accident, prennent leur téléphone mobile pour montrer l'image à leur chef ou au service médicaux. Donc il faut faire quelque chose et il faut faire des adaptations des réseaux 4G, enfin de ces réseaux-là, pour pouvoir les déployer. Ce sont aussi des besoins sociétaux. C'est des besoins sociétaux qui sont toujours difficiles à implanter si on se réfère uniquement à des considérations de revenus, en fait, de sociétés privées, opérateurs privés ou autres. Parce qu'il faut développer une soixantaine de millions d'euros d'adaptation pour les terminaux, pour pouvoir avoir les systèmes dont ont besoin les policiers, les gendarmes, etc., etc. Alors, c'est jamais... Le message, c'est que c'est jamais de l'argent foutu par les fenêtres si on fait bien attention et s'il y a une bonne connaissance des autorités ou de leurs délégants des sujets. Parce qu'un sujet comme ça, par exemple, c'est la PNR, hein, les polices, les réseaux de sécurité, c'est un sujet mondial. Il y a tous les réseaux de sécurité sont en train d'être remplacés. On a le numéro 2 mondial en France. Il peut se faire complètement éliminer de ces marchés-là aussi. Donc on essaye de faire une association publique-privée
qui va servir à déployer des bons réseaux en France et qui va également servir à exporter dans de bonnes conditions. Donc tout ça, ce sont des exemples de l'industriel des télécoms que je représente, sachant que nous, en plus, on est en B2B, c'est-à-dire que la plupart de nos clients sont les opérateurs, donc on n'a pas, je peux parler de ça de manière assez sereine, parce que quand on demande un plan très haut débit pour déployer de la fibre, nous, on ne vend pas de fibre. On ne vend pas de fibre, on n'est pas génie civiliste. Quand on dit qu'il y a 16 milliards à déployer et qu'il faut le faire, parce que sinon on va prendre du retard ou autre si on se place à 10 ans, hein, pas l'année prochaine évidemment. Ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'on ait le terrain favorable, alors là pour nous, dans 10 ans, mais qu'on ait le terrain favorable pour déployer ces services. Donc le point, c'est que les usagers, qu'ils soient des particuliers ou des collectivités, doivent se projeter dans le numérique. On est obligé de se projeter dans quelque chose qui reste flou à chaque fois si on se place à 5 ou 10 ans. Pourquoi? Parce que 5 ou 10 ans, c'est un siècle dans le domaine des applications numériques. Et on sait très bien que l'appropriation du numérique se fera à droite, à gauche, par des petites sociétés, par des usagers privés, et qu'on ne peut pas complètement... Nous, on voit l'évolution, la data explosion, etc. Mais on ne peut pas dire dans un cahier des charges, voilà, on va avoir besoin de ça dans 10 ans, donc il faut faire ça, donc il faut faire ça. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'aux années 2000. Voilà. Merci, mais en préparant effectivement cette conférence, tu me disais, voilà, on a une chance considérable. Si on n'a pas de champion du web, on a des champions des télécoms, et on a des ambitions sur le plan des infrastructures qui permettront de créer un écosystème qui va pouvoir fabriquer de l'innovation parce qu'on aura les infrastructures solides pour ça. Et je crois que ce modèle-là, c'est Alcatel-Lucent qui le dit aussi, c'est aussi le French model. Oui, parce que effectivement, un coup on entend qu'on est en retard, un coup on est en avance. On va être quelque part entre les deux. Je ne sais pas s'il existe des compétitions avec une règle du jeu, etc., pour savoir qui a un centième d'avance ou un centième de retard. Je pense que c'est une vue de l'esprit. Ce qu'il faut voir, c'est effectivement les compétences techniques qu'on a en France. On manque de certaines compétences, par exemple pour déployer de la fibre, mais par ailleurs, on a quand même de fortes compétences d'ingénierie qui nous sont souvent volées d'ailleurs par les US. En ce moment, je le sais bien parce qu'en plus je suis un peu des deux côtés, mais c'est très important et c'est aussi une prise de conscience des gouvernements, que ce soit le gouvernement précédent ou celui-là, parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, au moins dans ce domaine, quand on démarre quelque chose, le gouvernement d'après le reprend. Le plan THD a été repris, les comités stratégiques de filière, comité stratégique de filière numérique par exemple, auquel j'appartiens, a été repris, le CNN plus ou moins dans ces formes-là ont été repris, donc c'est quelque chose qui dépasse les frontières politiques. Par contre, on a encore un certain nombre de politiques qui s'y intéressent pas suffisamment à long terme. C'est plutôt ça le problème, c'est que, en particulier dans les structures, dans les parlements, à l'Assemblée nationale et autres, on a quand même un certain nombre de députés, de sénateurs. En tant que responsable des affaires publiques, c'est assez simple, parce que j'en ai pas trop à voir, mais je sais pas si c'est... voilà, on est quand même... Alors à côté de ça, on a une forte demande au niveau des usages. Mais on ne veut pas s'intéresser quand même à la technique, c'est un petit peu un mal français à l'heure actuelle. La technique, c'est un petit peu le truc... voilà, un petit peu... C'était le point positif. Merci Marc. Le temps a passé, je vous remercie d'applaudir nos panélistes. On a essayé d'ouvrir effectivement des pistes pour savoir si l'élu devait être animateur, devait être force d'impulsion, devait être un particulier éclairé.
Hein, on a vu qu'il devait être un peu tout ça, donc voilà, charge aux élus d'entendre ce message et de le mettre en œuvre. Mais en tous les cas, merci beaucoup voilà, de vos témoignages et de votre implication, John Billard, Liliane Vézier. Voilà, je crois que c'est en marche, mais ça prend effectivement du temps, mais l'égalité d'accès des territoires est à ce prix. Merci beaucoup. On va tout de suite accueillir